Mesdames, Messieurs les présidents et représentants des institutions politiques, économiques, juridiques, chers consoeurs, chers confrères, mesdames et messieurs, chers distingués invités, je suis heureux de vous accueillir dans ce lieu du patrimoine culturel et architectural de Bordeaux. Je suis heureux pour la 4e année consécutive et pour la 2e fois sous cette forme pour vous présenter l'édition du baromètre économique des experts comptables, baromètre régional de la Nouvelle-Aquitaine. Cette année, nous avons fait le choix d'anticiper le rapprochement avec nos régions voisines du Limousin et de Poitou-Charentes. Donc vous aurez une présentation des données statistiques de la Nouvelle-Aquitaine. Et donc, nous avons la chance d'avoir parmi nous Christian Pradioré, professeur d'université, expert comptable, qui nous anime notre conférence comme l'année dernière. Et nous attendons également Jean-Marc Daniel, professeur d'économie, qui est dans les transports, qui doit nous rejoindre. Nous l'attendons. Il nous rejoindra en cours de réunion. Alors, comme je l'ai indiqué, c'est la 2e année que nous organisons ce barème économique sous ce format. Nous utilisons Lucas Sarlange, vice-président du conseil régional en charge de la communication, vous donnera plus d'éléments, et c'est plus d'informations sur la méthodologie. Ce baromètre est issu des données fiscales transmises et déclarées par les experts comptables tous les ans à l'administration fiscale. Ce sont donc des données officielles, bien sûr, et qui sont transmises mensuellement au niveau des déclarations de TVA, mais également annuellement avec les comptes annuels établis par les experts comptables. Et donc, ces données nous permettent d'avoir une vision très fine de la situation économique, notamment des petites entreprises, des PME, des TPE, et nous permettent d'avoir une vision d'un secteur d'activité qui, jusqu'alors, était hors du champ. Merci beaucoup. Merci, était hors du champ des panels, puisque l'INSEE dispose de données concernant des entreprises qui ont des tailles plus importantes. Voilà, donc merci d'être présent ce matin pour cette présentation, d'être avec nous. Et puis je vais laisser la parole à Lucas qui va nous présenter le déroulé de la matinée. Merci Alexandre, bonjour à toutes et à tous. Alexandre, comme tu l'as dit, effectivement, on va présenter le baromètre. Juste le baromètre de l'économie, donc c'est issu des déclarations de TVA, des déclarations sociales et des déclarations des liasses fiscales des experts comptables. C'est une base de données unique. À l'heure actuelle, il n'existe pas d'autres bases de données aussi fraîches. C'est le point fort de cette base de données. Il faut savoir qu'elle est anonymisée. Elle représente à peu près 240 000 déclarations de TVA, ce qui est très très important, et 50 000 de déclarations tous les trimestres. Il y a 1 million de liasses fiscales qui sont traitées au niveau national et 40 000 déclarations sociales. Donc les données telles qu'elles sont, elles vont vous être présentées. Il n'y a pas plus frais et pas plus universel comme données qui existent en France. Au niveau, il y a les données à la Banque de France, il y a deux données d'INSEE, mais qui arrivent bien a posteriori. Et la fraîcheur des données, c'est le point fort, effectivement, de ce baromètre. Fraîcheur des données, mais aussi finesse des données, puisque comme vous allez pouvoir le voir, on arrive maintenant, effectivement, à sectoriser au niveau de la Nouvelle-Aquitaine 7 secteurs très importants que nous avons choisi de vous présenter. Je compléterai Christian Prat, donc expert comptable et aussi docteur S sciences et gestion, et tu exerces à Bordeaux et tu es également professeur à l'IAE à Bordeaux 4. Christian, je vais te laisser la main. On va terminer vers 10h30. On aura une séance de questions par la suite, pour effectivement y répondre, en espérant que Jean-Marc puisse nous rejoindre. Christian, je te laisse la main. Merci beaucoup Lucas, merci Alexandre. Bonjour à tous, donc on est à votre disposition ensuite, après la présentation, pour répondre à vos questions. On va vous présenter les résultats de l'économie de la région. Donc
vous allez voir, les résultats sont bons, donc on est content de vous annoncer des bonnes nouvelles sur le dynamisme de la région. Donc on va faire une présentation en 3 parties. D'abord, on va présenter un petit peu vraiment les résultats économiques régionaux de la grande région, avec une complémentarité justement aujourd'hui qui est en train de se dessiner entre l'ancienne Aquitaine, Poitou-Charentes et Limousin. Ensuite, on évoquera également quand même les risques géoéconomiques, c'est qu'il se passe des choses quand même aujourd'hui au niveau de l'économie mondiale qui pourraient globalement du point de vue microéconomique affecter la vie de nos organisations et la vie des entreprises et des PME de la région. Et puis ensuite, éventuellement, comment est-ce qu'on peut se préparer aussi un petit peu, s'il devait y avoir un temps de gros temps, un temps de tempête, notamment sur l'année à venir. Alors, on va démarrer donc sur la présentation des tendances régionales. Donc déjà, première information, l'économie de la Nouvelle-Aquitaine a une croissance soutenue. C'est-à-dire qu'on a un taux de croissance de l'économie qui est assez élevé au premier trimestre et au deuxième trimestre 2019. On est globalement entre 2,5 et 3. On est à 2,4% d'augmentation du chiffre d'affaires et d'augmentation de l'activité sur le premier trimestre 2019 par rapport au premier trimestre 2018. Et on est à plus de 3% au niveau de la croissance du deuxième trimestre 2019. C'est-à-dire qu'on a une croissance soutenue et on a un dynamisme économique de la région, donc région Nouvelle-Aquitaine, qui est assez significatif. Donc on est quasiment au plus haut sur le deuxième trimestre 2019 à plus de 3%, sur globalement la croissance de quasiment une année et demie. Donc c'est une bonne nouvelle, ça y est, on sent que la région est dynamique. Et on le verra tout de suite, complémentaire dans les activités sur notamment les impacts de la fusion des régions. Alors au niveau du podium de la croissance, vous avez sur la carte l'ensemble des départements de la Nouvelle-Aquitaine, une grande région française par ses géographies. Et on est content d'annoncer que la croissance de l'activité, elle n'est pas nécessairement la plus élevée dans les départements auxquels on s'attend. C'est-à-dire que globalement, on a une croissance au premier trimestre 2019 à plus de 4% en Charente-Maritime, à plus de 3% en Creuse, à plus de 3% dans la Vienne sur le premier trimestre. C'est-à-dire on sent un véritable dynamisme, notamment un dynamisme de production, un dynamisme industriel dans les départements, notamment de l'ancienne Poitou-Charentes. Et ça se confirme au deuxième trimestre 2019, où on a la Vienne à plus 4,7, donc elle est 2 fois sur le podium. On a aussi un bon taux de croissance dans les Deux-Sèvres et en Gironde. Bon, en Gironde, c'est normal, c'est le phénomène de métropolisation, donc c'est clair qu'il suffit de voir le nombre de voitures qu'il y a sur la rocade pour se dire quand même qu'il doit y avoir de l'activité économique. Mais c'est vrai qu'on est content de voir quand même qu'il y a aussi des départements dans lesquels il y a un dynamisme. Et ce qui ressort globalement des données, c'est qu'on sent qu'on est une région dans laquelle il y a un potentiel de développement important et un rééquilibrage aussi de l'activité économique. Donc je pense qu'il y a une vraie complémentarité finalement entre les anciennes régions, donc Aquitaine, Poitou-Charentes et Limousin, et qu'il y a des vecteurs de croissance qui sont en train de se dessiner. On le voit même avec la Creuse, qui n'est a priori pas le département qui est le plus gâté en termes nécessairement d'infrastructure et presque de représentation sociale. Et on a quand même la Creuse qui est globalement sur le podium en numéro 2, aussi bien au premier trimestre 2019 et au deuxième trimestre 2019. Donc je trouve que c'est réconfortant, dans une logique d'avantage comparatif, d'avoir une complémentarité dans les activités économiques qui se développent. Et c'est pas uniquement le tout maritime. C'est-à-dire qu'effectivement, on a les départements maritimes qui sont par nature avec un fort développement, avec le développement de l'économie résidentielle, avec l'attractivité de la mer, mais on sent bien aussi que du point de vue industriel et de la production, parce que ça c'est quand même le gros enjeu, c'est comment est-ce qu'on produit, on verra tout à l'heure au niveau de nos chiffres à l'export, il y a une complémentarité dans la région, et je crois que c'est assez encourageant, intéressant. C'est la complémentarité dans la diversité avec probablement une région Nouvelle-Aquitaine qui va se construire, qui va continuer à se construire du point de vue économique dans la complémentarité des activités. Je crois qu'il y a un élément aussi intéressant, c'est de regarder le département des Deux-Sèvres, et globalement le département des Deux-Sèvres, il touche la Vendée. Vous savez que la Vendée, c'est un département qui est toujours intéressant à regarder du point de vue économique, parce que c'est quasiment le département du non-chômage. C'est un département dans lequel il y a une culture
de production globalement très importante, avec beaucoup de TPE et beaucoup de PME dynamiques. Et quelque part, je pense que la Vendée irrigue aussi un petit peu une partie, notamment du département des Deux-Sèvres. Et c'est un modèle économique qui pourrait être un exemple, notamment pour la revitalisation industrielle ou la poursuite du dynamisme industriel de cette région. Si on prend la Dordogne, par exemple, on a un gros pôle sur l'activité luxe qui tourne autour du site Hermès, de Repetto, etc. Et ça, je pense que globalement, ce sont des départements dans lesquels il y a des facteurs de coût de production qui sont assez faibles et qui méritent globalement d'être encouragés, globalement dans leur développement économique. Voilà, donc ça veut dire qu'on a globalement une très bonne croissance, et quand on regarde les chiffres, on voit qu'on a une croissance de l'activité quasiment sur l'ensemble des départements. Donc on est vraiment une région qui est dynamique au niveau de son développement économique. Alors on a choisi dans le baromètre, puisqu'on édite tous les trimestres une lettre trimestrielle, de mettre le zoom sur quelques domaines. Alors qu'est-ce qu'on voit? On voit que l'activité est toujours soutenue dans le bâtiment, donc ça construit, on continue à construire, on construit à rénover, donc tout ça c'est intéressant pour le développement, la poursuite du développement de la filière artisanale, pour l'activité de bâtiment et de construction. C'est effectivement, c'est l'attrait de la région, on est une région qui a un grand capital géographique. On n'est pas là pour faire l'autosatisfaction, mais c'est vrai quand même qu'on a des attraits géographiques, donc on est une région attirante. Moi j'étais la semaine dernière à Paris pour animer pour les experts de justice. Il y avait un confrère qui est expert auprès de la Cour de casse. Il me dit voilà, moi j'ai acheté une maison au Moulot il y a 15 ans, et aujourd'hui je suis à la fin de ma vie professionnelle, je me partage la moitié de mon temps entre globalement le Moulot et Paris, et puis on est tellement content d'avoir une maison familiale à Arcachon depuis 15 ans que mes enfants se plaisent beaucoup, donc on a acheté une deuxième maison aussi avec les enfants à 1 kilomètre un peu plus loin, donc c'est clair que tout ça, ça tire l'activité de bâtiment et l'activité de construction. Et puis, deuxième élément intéressant aussi, on voit que malgré globalement une situation sociale un peu perturbée, on a une consommation du commerce, une consommation qui est toujours aussi en progression. C'est-à-dire on a quand même une économie française dans laquelle les gens ont envie de consommer. Peut-être qu'il faudra qu'on produise un peu plus, mais la consommation est toujours bonne. Alors après, il y a la question du financement de la consommation. Comment est-ce qu'on finance notre consommation? Mais les chiffres sont aussi bons pour le commerce, alors qu'on a eu plutôt quand même une période un petit peu mouvementée du point de vue social et du point de vue sociétal. Donc on a à la fois une activité du commerce qui est bonne, et puis une activité de la construction qui est très bonne, puisqu'on est bien au-delà de la croissance moyenne française. Ensuite, troisième idée qui est plutôt une lueur d'espoir, on était désolé un petit peu au niveau des résultats quasiment depuis un an de voir que l'investissement était en panne. Et on voit quand même sur le premier trimestre 2019 et le deuxième trimestre 2019 une légère reprise de l'investissement. Alors là, il y a grand débat, c'est globalement, est-ce que globalement la baisse des taux d'intérêt depuis quelques années est un élément incitatif à la prise d'investissement? Je tendance toujours à reprendre un peu l'image de Montpellier et Miller, qui était le prix Nobel d'économie à l'Université de Chicago. Il disait à l'époque à leurs étudiants à l'Université de Chicago, la taille de la pizza est indépendante du nombre de personnes auprès desquelles je partage la pizza. Moi je vais m'engager un peu, je crois qu'on s'est trompé de politique économique depuis 10 ans. Moi j'ai jamais vu un patron de PME me dire le problème c'est tellement globalement le coût du financement. Je n'ai jamais tellement vu un chef d'entreprise me dire que ça me coûte 2% de plus mon coût du financement, mais c'est plutôt la question de l'investissement. C'est globalement, qu'est-ce qu'on peut faire globalement pour avoir une politique d'investissement plus développée? Et c'est vrai qu'on est content de voir un petit peu l'investissement qui est en train de reprendre au premier trimestre 2019 et au deuxième trimestre 2019. Alors on ne le voit pas nécessairement très bien, mais au mois d'août, l'investissement globalement a chuté, mais parce qu'en général, au mois d'août, on n'est pas dans une période d'investissement. On investit plutôt sur les autres trimestres de l'année. Donc c'est vrai que de voir quand même une légère reprise d'investissement sur 2019, c'est à voir si ça va se confirmer, c'est quand même plutôt un bon signe, parce que les investissements d'aujourd'hui sont les emplois de demain et puis les profits d'après-demain. Donc c'est quand même le cœur du réacteur, qui sont plutôt des zones du chiffre. La grande problématique de l'entreprise, c'est quand même l'actif. Parce que c'est avec l'actif qu'on produit et qu'on réalise du chiffre d'affaires et qu'on se développe. Donc c'est vrai que on est content de voir, on était content de voir dans les résultats quand même une légère reprise des investissements sur 2019, après quand même une année 2018 où les investissements se sont quand même quelque peu traînés.
Alors les résultats sont assez hétéroclites selon les départements de la région. Et là c'est pareil, on voit globalement que les départements du cœur intérieur de la région sont les départements les plus dynamiques au niveau de la politique d'investissement. Donc on a des investissements très développés globalement sur des départements comme la Dordogne, sur des départements comme la Haute-Vienne, sur les départements de la Corrèze, aussi un petit peu sur les Deux-Sèvres. Et globalement on est un peu plus en panne sur des départements comme Lot-et-Garonne ou comme les Pyrénées-Atlantiques, notamment au deuxième trimestre 2019. Bon, c'est aussi peut-être des départements, notamment les Pyrénées-Atlantiques, où il y a eu un grand dynamisme aussi depuis 15 ans, donc on ne va pas non plus investir, les entreprises ne vont pas non plus investir tous les mois, hein. Quand on investit sur plusieurs années. Donc c'est aussi, là aussi, assez réconfortant de voir que, globalement, les départements plutôt, moi j'appelle le cœur de la région, du cœur intérieur de la région, sont dans une dynamique au niveau des investissements. Voilà, après on a des investissements un peu plus moyens sur les autres départements, mais aussi il y a probablement des phénomènes de palier là-dessus. Donc on a quand même des résultats hétéroclites selon les départements de la région, avec une grosse politique d'investissement plutôt sur les départements intérieurs, globalement, principalement la région Limousin, finalement, qui est la plus dynamique au niveau de l'investissement. Donc est-ce que globalement le monde néo-rural, est-ce que les gens sont en train de modifier aussi leur comportement en se disant mais finalement le tout métropole c'est très bien, mais ça a quand même des coûts induits, des coûts financiers déjà avec le prix de l'immobilier, des coûts de temps, parce qu'on augmente quand même les durées des placements. J'aurais tendance à dire des coûts de vie, et qu'on a une espèce de rééquilibrage peut-être qui est en train de se dessiner avec certains pragmatismes de vie qui va. Et donc c'est intéressant de voir que justement il y a des gisements de développement dans des départements qui étaient plutôt, qui se sont plutôt dépeuplés, peut-être au cours du temps. Alors si on développe un peu plus le chiffre d'affaires par secteur d'activité, on a été aussi très content de voir l'excellente progression du chiffre d'affaires dans l'industrie. Donc on sent dans la région un grand dynamisme industriel. C'est vrai qu'il y a une politique, notamment de la région de l'Aquitaine, assez active, globalement, sur la question de l'investissement. Bon, c'est vrai qu'on a des bassins forts. Moi, j'ai une partie de ma région qui est dans les Pyrénées-Atlantiques. C'est vrai que tout l'environnement du Béarn, là, la région de Pau, il y a quand même des grands pôles industriels, avec Turboméca, avec Safran, il y a des sous-traitants d'Airbus. Et on le voit, si on prend par exemple Pyrénées-Atlantiques, on est à plus 4,1% globalement d'activité. C'est pas la côte basque qui tire de ce côté-là, puisqu'on a plutôt une économie de service. Donc on a quand même une excellente progression du chiffre d'affaires dans l'industrie, et c'est en lien aussi avec les départements plus intérieurs au niveau de... Donc on a globalement une progression du chiffre d'affaires au deuxième trimestre 2019, quasiment pour la totalité des départements de la grande région. Donc ça veut dire qu'on a aussi globalement l'industrie qui tire, et ça c'est bien parce que ça veut dire qu'on a une complémentarité en plus de notre économie plutôt de services métropolitaine ou notre économie résidentielle. Donc une excellente progression du chiffre d'affaires dans l'industrie, avec probablement là aussi des facteurs de développement possibles. Et c'est aussi parce que dans les départements intérieurs, à l'intérieur de la région, on a aussi un coût de production plus faible. Finalement, le coût des terrains coûte moins cher, le coût de la main-d'œuvre coûte moins cher. Donc, dans des analyses de la rentabilité comme l'investissement, ça permet d'avoir des TRI ou des valeurs utilisées nettes plus élevées. Donc, de très bons résultats pour l'industrie manufacturielle et pour l'industrie en général. Comme on l'a évoqué tout à l'heure, pour la construction et le bâtiment, ça continue à bien fonctionner. Donc, on a encore un très bon taux de croissance, notamment sur le deuxième trimestre 2019. Donc ça veut dire que ça continue à construire, ça continue à rénover, voilà, les infrastructures aussi en termes de bâtiments continuent à se développer, donc encore de très bons résultats sur la partie construction. Le commerce, on en a parlé tout à l'heure, donc de manière plus individualisée, là on a quand même une activité commerce qui est plutôt développée sur les départements maritimes. Pourquoi? Parce qu'on a des économies à pouvoir d'achat. Donc là, je crois aussi que ça va se faire en deux temps. Si les départements intérieurs commencent à se revitaliser et commencent à se redévelopper du point de vue économique, et une fois la richesse créée, il y aura plus de salaires distribués, les gens auront plus de pouvoir d'achat et pourront plus consommer. Bon, c'est vrai qu'on a des taux de consommation qui sont quand même plus élevés, globalement plutôt sur les départements maritimes, mais c'est aussi parce qu'on a des gens avec pouvoir d'achat qui arrivent et donc nécessairement ils consomment un peu plus.
Voilà, mais globalement, les résultats sont bons, malgré les événements sociaux et sociétaux qu'on a pu avoir sur le premier semestre 2019. Troisième indicateur sur le secteur activité de l'hébergement-restauration, alors là c'est très net, on a aussi une bonne activité, on a plus 5,2% sur le premier trimestre 2019 et plus de 2,8% sur le deuxième trimestre 2019. Et là, on voit très clairement que le dynamisme est le plus fort sur les départements maritimes. Alors, on a fait deux hypothèses, deux explications possibles. C'est clair qu'on a un développement de l'économie résidentielle. On a de plus en plus de gens qui habitent en bord de mer et donc quand ils vivent le week-end en bord de mer, ils vont un peu plus au restaurant, il y a des gens qui viennent les voir et donc l'activité de restauration et d'hôtellerie se développe. Et puis on a aussi une sédentarisation d'une partie des actifs sur le littoral. C'est-à-dire si on voit par exemple le développement du bassin d'Arcachon, on voit de plus en plus de gens qui vivent à Andernos, qui vivent globalement à Lanton, qui vivent à La Teste, etc., et qui font la navette pour aller travailler sur leur site de vie. Et donc, de fait, ils sont là. Et donc, quand ils sont là, ils consomment un peu plus les week-ends. Donc, ça veut dire qu'on a aussi le fait que les gens se sédentarisent un peu plus sur le littoral. Et ça, on l'a de manière quasiment nette. Moi, j'ai un de mes amis qui est élu d'une des communes des Landes de bord de mer. Il me disait sur le triptyque à Osgore, Cabreton, Seignos, il y a un développement économique très important parce qu'il y a des gens qui vivent de plus en plus à l'année, alors que il y a 20 ou 30 ans, Osgore, c'était la commune de vacances globalement pour les week-ends des Palois et des Tarbais, alors qu'aujourd'hui, on a des familles entières qui se sont installées et donc de fait, ils vivent sur le territoire, on le voit notamment à travers l'augmentation du prix de l'immobilier. Voilà, donc c'est à la fois le développement de l'économie résidentielle des seniors, qui viennent habiter sur le littoral, et puis en même temps une sédentarisation des actifs, qui permet là aussi d'avoir une complémentarité dans les populations situées en bord de mer ou de manière plus générale sur le littoral. Donc de très bons résultats aussi sur l'activité hébergement-restauration. L'activité des services, un classique, alors là c'est clair qu'on est quand même aussi une grande région de services, donc là on est plutôt sur les phénomènes de métropolisation, avec aussi un développement des villes moyennes, vous avez certaines villes moyennes aussi qui commencent à développer une activité de service assez importante, et là on a des chiffres très élevés sur les services administratifs et de soutien, on est à plus 5% d'augmentation de l'activité, sur l'activité scientifique on est quand même quasiment entre 2 à 3% d'augmentation, sur l'information et communication on est à 8% au premier trimestre 2019, et heureusement ou à tort, je ne sais pas, on est aussi une grande région de transport et de logistique, et là on a des niveaux d'activité avec les bases logistiques qui sont à plus 4% et plus 6%, donc on a une activité de service qui continue aussi à attirer de manière assez importante l'activité. Voilà, donc des services toujours dynamiques, globalement sur au moins 5 grands domaines de l'activité de service. Bon, c'est l'activité immobilière qui est là peut-être celle qui est en train de stagner ou de baisser, et peut-être tant mieux pour le pouvoir d'achat des gens, parce que bon, peut-être aussi qu'il y a une pause sur le marché de l'immobilier, en tout cas à Bordeaux, et peut-être aussi en bord de mer, parce que dans bout d'un moment ça va devenir compliqué quand même pour les gens pour se loger. Et là c'est pareil, on commence à avoir aussi des phénomènes de croissance de l'immobilier qui se fait dans des villes moyennes. On sent quand même un redéploiement potentiel, mais on le voit dans des villes, je ne vais pas donner encore l'exemple de Pau, mais globalement le prix de l'immobilier à Pau est en train de monter, notamment parce qu'il y a un gros travail qui est fait de rénovation urbaine de la ville. Et puis c'est vrai qu'à Pau, quand vous êtes à 1 500 € globalement du coût de revient du prix d'achat, on est quasiment au coût de production il y a 20 ans. On peut se dire que si demain il y a un retour sur un rééquilibrage sur l'île moyenne, compte tenu de la qualité de vie qu'ils ont, on pourrait imaginer une augmentation. Et un agent immobilier me disait, j'y étais hier à Pau, il me disait, ça y est, le prix de l'immobilier commence à monter, on commence à avoir des investisseurs qui arrivent qu'on ne voyait pas du tout il y a 10-15 ans. Voilà, en revanche, bon, le résultat qui est un peu moins bon, mais ça j'avais tendance à dire, c'est l'export. Globalement, on a une activité à l'export qui est en train de baisser, globalement, qui n'est pas très bonne, mais j'aurais tendance à dire, mais comme toutes l'économie française. Globalement, on a un déficit commercial très important, on importe moins qu'on exporte, donc ça veut dire qu'on consomme des choses qu'on ne produit pas.
Donc moi qui suis un partisan de la politique de l'offre, mais ça c'est probablement mes origines de la campagne, quand je viens de la campagne, on m'a dit avant de consommer, il faut d'abord produire. Et donc globalement, on ne produit pas assez. Donc il faut qu'on continue à mettre en place des mesures pour qu'on produise plus, de façon à ce qu'on produise aussi pour nous-mêmes, et ensuite, quand on produit des choses de bonne qualité, on les produit aussi pour les autres. Et on va pouvoir à ce moment-là vendre des choses qu'on produit. Donc globalement, on est à l'image, malheureusement, de ce côté-là de l'économie française. Donc on est dans une économie d'importation et pas d'exportation, mais tout simplement parce qu'on ne produit pas assez. Donc il faut que, globalement, on mette en place une grande politique industrielle, qu'on recrée des usines, etc., de façon à, globalement, à avoir une activité exportative plus forte. Mais d'abord, il faut produire. Voilà, donc un chiffre à l'export, pas très bon, mais j'aurais tendance à dire, on est un petit peu, un petit peu comme les autres. Donc ça veut dire que quelque part, on a une économie régionale qui est plutôt centrée sur le marché intérieur, c'est-à-dire globalement, ce qu'on produit, globalement, on le consomme sur place, mais on ne produit pas assez pour pouvoir vendre à l'extérieur. Donc finalement, on a perdu un peu la grande tradition bordelaise ou de la région aquitaine d'être tourné vers les océans, tourné vers les mers. Et pour ça, il faut qu'on recommence à produire. Donc moi, je pense qu'il faut qu'on mette en place en France une grande politique industrielle. D'ailleurs, on le voit sur les grandes filières qui marchent en région aquitaine. C'est les filières industrielles qui ont été développées sous Pompidou. Voilà. Donc l'aéronautique, c'est Pompidou, le train, c'est Pompidou. Je pense notamment au transport à Étré, etc. Donc il faut qu'on redéveloppe, en gros, des grandes filières de production. Alors est-ce qu'il faut aller sur les neurosciences, sur l'intelligence artificielle, mais aussi sur l'industrie? Je pense que pour ça, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est de voir le développement de la filière luxe en région aquitaine. C'est de regarder globalement l'installation des nouvelles usines qui ont été faites par le VMH, qui ont été faites par Hermès dans des départements comme la Dordogne, comme la Gironde, comme les Charentes, de façon à revitaliser globalement. Et il faut qu'on produise plus. Donc moi je suis partisan globalement de développer globalement une politique de l'offre et de la production, si on veut résoudre d'une façon ou d'une autre notre problématique de l'export. Donc c'est par rapport globalement à l'ensemble des résultats qui sont très bons au niveau de la région, c'est le seul bémol un peu sur lequel on a besoin de travailler un petit peu, c'est renforcer nos filières à l'export, et notamment compte tenu des risques géoéconomiques qui s'annoncent, compte tenu d'un environnement géopolitique un petit peu incertain. Merci Christian de ces commentaires, de cette présentation. Jean-Marc Daniel, merci de nous avoir rejoints. Oui. Je vous présente quand même, parce que je n'ai pas pu vous présenter tout d'abord. Vous êtes né à Bordeaux. Ça, c'est important. Vous êtes diplômé de l'école polytechnique et de l'école nationale de statistique et de l'administration économique. Vous êtes économiste, professeur associé à l'ESCP Europe et directeur de la rédaction de la revue Sociétale. Vous avez exercé des fonctions à l'INSEE et dans les cabinets ministériels. Et vous vous décrivez comme un libéral classique. Vous exercez une chronique sur BFM Business avec une nouvelle saison 2019-2020 assez intéressante et même déroutante parce que vos commentaires, les contre-pieds de l'actualité sont assez incroyables. Et d'ailleurs, j'ai relevé le dernier du mois d'octobre qui nous intéresse en tant qu'avocat, et je vous recommande de le réécouter. Ça s'appelle « Les montages fiscaux agressifs sont des actes de résistance ». Et ça, c'est incroyable. Je vous recommande en tant que conseil de regarder ce commentaire. On va attaquer donc la deuxième partie de cette présentation du baromètre. Je vous propose je vais lire les slides et je vous propose de les commenter chacun au fur et à mesure. Le premier, donc, on a dit effectivement, c'est une accumulation d'incertitudes au niveau du monde géopolitique. La guerre commerciale aux États-Unis, les chaos institutionnels, politiques et économiques du Brexit, je crois que ça c'est un point important, la crise politique à Hong Kong qui fragilise effectivement les marchés financiers et la guerre au Moyen-Orient. Je vous laisse la parole, Christian. Jean-Marc, peut-être. Oui, je vais. Merci, et donc merci de m'accueillir. Je suis un peu en retard, c'était plus ou moins prévu, mais j'arrive de Toulouse, donc je suis bien ici quand même. Et donc, comme vous pouvez dire, je suis à Bordeaux récemment en venant à un colloque ici. La jeune femme qui m'a accueilli à la gare Saint-Jean m'a demandé si je voulais un plan de la ville. Alors je lui ai dit, mais mes ancêtres sont là depuis Jean sans Terre. Elle a regardé sur la liste et elle a dit, je ne le trouve pas sur la liste. Alors j'ai pris le plan.
Et donc, il n'empêche quand même que mes ancêtres sont là depuis Jean Santais. Et comme disait mon père, bon, évidemment, on a crevé la faim pendant des générations, mais on a croisé Montaigne et Montesquieu. C'est pas mal. C'est pas mal. Et donc, mais pour conclure sur ces aspects personnels, je suis comme Mauriac, j'ai quitté Bordeaux en prétendant que c'est Bordeaux qui m'a abandonné plutôt que l'inverse. Et j'y reviens toujours avec plaisir. Alors, 2 remarques sur les slides précédents, puisque je les avais regardés avant de venir ici. La première remarque, c'est que ce qui me frappe dans la région de Nouvelle-Aquitaine, c'est que la Nouvelle-Aquitaine est véritablement au nord-ouest de cette diagonale un peu tragique qui est en train d'affecter l'économie française. Vous savez, la diagonale qui va de Tarbes à Thionville, en passant par Nevers, est une diagonale de l'effondrement économique. Et puis vous avez au nord et au sud, vous avez deux pôles. Vous avez la vallée du Rhône et puis cette région ouest qui est en train de se développer. Ce qui m'a frappé, c'est que dans la Nouvelle-Aquitaine reconfigurée, c'est plutôt l'ancien Poitou-Charentes qui se porte pas mal en ce moment. Et quand on regarde les Pays de Loire, quand on regarde la Vendée, vous avez une tradition, qui est une tradition assez commerçante en fait, qui s'incarnait au travers de Bordeaux et de Nantes, et qui est en train de perdurer. Et je trouve ça assez intéressant. La deuxième remarque que je ferai, c'est que sur l'exportation, donc dans mes contre-pieds, je raconte toujours assez systématiquement qu'on n'exporte plus de charbon. Et que nos amis anglais, puisque on va en reparler, mais nos amis anglais, quand je dis à mes étudiants, mais les mineurs de fond, ils ont fait tomber Edward Heath, ils ont failli avoir la peau de Margaret Thatcher, et sur le Brexit, vous n'en entendez pas parler. Il n'y a pas une seule manifestation des mineurs anglais sur ce qui se passe autour du Brexit. Alors mes étudiants me regardent avec le regard un peu vide des gens qui attendent l'heure de la sortie. Ils savent que la réponse va tomber de toute façon, donc c'est pas la peine de trop se poser de questions. Pourquoi est-ce que les mineurs ne se révoltent pas en ce moment? Parce qu'il n'y en a plus. Le Royaume-Uni, qui il y a un siècle produisait 200 millions de tonnes de charbon. Le Royaume-Uni, qui il y a 2 siècles produisait 80% du charbon produit à la surface de la planète, produit 0 tonnes de charbon. Le Royaume-Uni a le plein emploi. Et le Royaume-Uni a réalisé une conversion, et donc je pense que mener une politique industrielle, je rejoins ce qui a été dit, mener une politique industrielle, c'est identifier l'avenir. Alors au niveau européen, on n'a pas arrêté de dire que l'avenir c'était l'économie de la connaissance. Vous vous souvenez de la stratégie de Lisbonne, l'agenda 2020. Et je crois qu'un des enjeux pour une région comme la région bordelaise, c'est effectivement le luxe. Mais c'est aussi le pôle d'exigence de ces universités. Et je pense qu'un territoire est attractif s'il est en capacité de générer une symbiose entre le monde de l'industrie, le monde des nouvelles technologies et le monde universitaire. Je crois que c'est le véritable enjeu des années qui viennent. Je rappelle toujours que la Californie, désormais, c'est le PIB de la France. Le PIB de la Californie, c'est le PIB de la France. Avec 40 millions d'habitants, et nous sommes 65 millions d'habitants. Et la Californie, c'est quoi? C'est la Silicon Valley et du jus d'orange. Donc, nous avons mieux que le jus d'orange, parce que le vin de Bordeaux, c'est meilleur que le jus d'orange. Le cognac, c'est mieux que le jus d'orange. Il ne nous reste plus qu'à avoir la Silicon Valley. Et je crois que c'est là qu'il faut porter l'effort, c'est-à-dire c'est l'exigence en termes de la qualité universitaire. Pour conclure là-dessus, avant de faire défiler les slides, je rappelle quand même que la France, c'est la 4e destination universitaire au monde, derrière les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Australie. Les 3 premières sont des Anglais, anglais direct ou indirect. Nous sommes la première sur une langue non anglophone, non anglaise. Et il faut conforter ça. Et donc le véritable enjeu, la véritable exigence, c'est plus M. Blanquer qui l'apporte, à mon avis, que M. le maire. Merci. Donc sur ce contexte géopolitique, un autre point qui nous touche effectivement particulièrement ici en Aquitaine et à Bordeaux, c'est l'augmentation des droits de douane donc, sur les échanges entre les États-Unis et avec la Chine. Donc on est impacté au niveau des vins, puisque donc, cet été, les vins bordelais
et français ont subi une taxe de 25% donc, sur le marché américain. En gros, une bouteille de 20 euros qui arrive déjà à 40 euros aux États-Unis va subir une taxe supplémentaire de 25%. Donc c'est le deuxième marché à l'export sur Bordeaux et le troisième marché en valeur au niveau des États-Unis. Donc ça impacte les bouteilles dont le degré est inférieur à 14 degrés. Pourquoi 14 degrés? L'histoire le dira peut-être plus tard. Après, c'est un impact important, notamment sur les millésimes 2017-2018, ou qui étaient déjà certainement vendus aux États-Unis. Donc ça, c'est un point négatif, je dirais, dans ce problème de protectionnisme au niveau des États-Unis. Un commentaire peut-être, Christian, sur ce protectionnisme, Jean-Marc? Non, mais je crois qu'effectivement, c'est comment les entreprises de la région peuvent anticiper s'il devait y avoir des secousses du point de vue macroéconomique. C'est vrai qu'on est globalement, toutes les entreprises sont de fait impactées. Donc c'est un peu ce qu'on évoquera tout à l'heure, un peu la question de la veille. C'est comment, du point de vue microéconomique, on se positionne par rapport à ça. Et c'est vrai que pour l'activité exportatrice du vin de Bordeaux, entre le Brexit et les tensions avec les États-Unis, c'est pas... Voilà, il y a mieux, quoi, comme contexte, comme contexte géopolitique. Juste deux remarques par rapport à ça. Je pense qu'effectivement, il y a une tentation protectionniste qui est en train de monter. Et je pense que pour des régions comme la région Nouvelle-Aquitaine, qui sont tournées vers l'exportation et vers l'extérieur, c'est inquiétant. Et ce qui me frappe dans l'évolution du discours protectionniste, c'est les habits neufs du protectionnisme. C'est-à-dire, vous avez un protectionnisme à l'ancienne, qui incarne l'administration américaine, et l'administration américaine a toujours, depuis une cinquantaine d'années, à peu près la même attitude. C'est-à-dire que l'économie américaine fonctionne sur du déficit extérieur, avec un fournisseur privilégié, auquel on impose d'avoir une monnaie sous-évaluée. Donc ça a d'abord été l'Allemagne. Et puis quand l'Allemagne a accumulé énormément d'excédents extérieurs qu'elle a replacés aux États-Unis, on a fait monter le Deutsche Mark et on a éliminé l'Allemagne du circuit et c'est le Japon qui a pris le relais. Et maintenant c'est la Chine qui a pris le relais, sachant que je vous ai dit que la Chine a un excédent extérieur commercial colossal sur les États-Unis, mais un déficit extérieur sur l'ensemble de la planète. C'est-à-dire que la Chine est en déficit. Elle va être en déficit cette année. Et donc la Chine n'est pas en situation de conquérir le monde, c'est un de mes contre-pieds sur le plan financier, elle est plutôt en situation de demandeuse de capitaux. Et donc, des prochains problèmes qui va se poser à l'économie mondiale, c'est la faillite de la Chine. C'est-à-dire le moment où la Chine soit sous tutelle du FMI. Et donc, à la vitesse à laquelle ça va, les autorités chinoises vont répondre. Et donc, elles répondent en essayant de préserver leur rôle de fournisseur des États-Unis et en essayant d'imposer à leur population les contraintes pour qu'elle limite ces importations qui sont à l'origine de ce déséquilibre chinois qui apparaît. Et globalement, les États-Unis sont toujours dans une stratégie qui est une stratégie de faire monter en puissance un fournisseur et puis ensuite d'essayer de casser ce fournisseur. Et je crois qu'on est arrivé à une phase où ce petit jeu devient mortifère pour l'économie mondiale. Le problème, c'est pas la Chine, c'est pas le Japon, c'est pas l'Allemagne. Le problème, c'est l'incapacité des Américains à réguler leurs demandes et à faire en sorte que la population américaine vive au niveau de ce qu'elle produit. Alors par rapport à ça, nous, dans tout ça, on est anecdotique. Le problème, c'est que, comme toutes les anecdotes, on en subit les conséquences, qui sont les conséquences directes. La seule réponse qu'ont les entreprises, d'abord japonaises, puis ensuite chinoises, c'est de rogner leurs marges. D'essayer de préserver leur marché pour rogner leurs marges. Moi, si j'avais un conseil à donner, c'est pas de rogner ses marges. C'est de te mettre en situation de quasi-monopole par la qualité. C'est-à-dire de bien expliquer que, je parlais de la Californie, le vin de Bordeaux et le vin de Californie, c'est pas la même chose. Et que les gens sont disposés à continuer à acheter du vin de Bordeaux, quel qu'en soit le prix. Là aussi, je raconte une anecdote assez souvent, c'est quand la préférence impériale a été imposée au Royaume-Uni, le prince de Galles, qui représentait le roi d'Angleterre, qui est devenu Édouard VIII, et ensuite qui a abdiqué, est allé voir le Premier ministre et il lui a dit « Vous êtes en train de m'expliquer qu'au nom de la préférence impériale, je vais être obligé de boire du vin sud-africain à la place du vin de Bordeaux. » Mais vous plaisantez. C'est sans commune mesure. Il n'est pas question qu'on serve autre chose à l'instant T à la cour d'Angleterre que du vin de Bordeaux. Votre bibine sud-africaine, vous la gardez. Il faut faire en sorte que
vis-à-vis de la Californie, la réponse soit toujours la même, votre bibite californienne, vous vous la gardez. La deuxième remarque que je ferai, et donc c'est la tentation protectionniste, ce qui m'inquiète dans les habits neufs du protectionnisme, c'est que j'ai connu l'époque où, au travers du protectionnisme, on prétendait défendre les intérêts des producteurs et tout ça. C'est un peu le discours à l'ancienne de Donald Trump. Il y a un protectionnisme européen qui est en train de monter en puissance au nom de l'écologie et qui est particulièrement marqué en France. Quand même, sur le CETA, quand vous regardez le vote au Parlement européen, c'est la délégation française qui a voté systématiquement contre le CETA. Et donc je crois qu'il y a une réhabilitation du protectionnisme au nom de l'écologie, dont les gens ne mesurent pas les conséquences. Les agriculteurs qui en ce moment cassent les sous-préfectures contre le CETA ne mesurent pas qu'ils sont en train potentiellement de se fermer des débouchés aux États-Unis et au Canada. Donc je crois qu'il y a un vrai discours pédagogique, à mon sens, pour dénoncer les illusions, voire les mensonges qui sont faits au nom de l'écologie autour du protectionnisme. Merci. Pardon Alexandre. Juste une intervention pour revenir au niveau régional. Donc, on a constaté avec la présentation de ces indicateurs que la Nouvelle-Aquitaine se porte bien par rapport aux statistiques de la France, donc on peut déjà se réjouir d'avoir une région dynamique. Et vous avez rappelé les uns et les autres que les deux grands secteurs d'activité de l'Aquitaine sont bien entendu le vin, d'une part, historiquement, et l'industrie également, comme tu l'as rappelé, notamment dans l'aéronautique ou dans le Béarn. Or, il se trouve que ce qui freine le développement de l'industrie, tu dis que c'était important que ce secteur se développe, notamment pour favoriser les exportations pour lesquelles nous sommes en déficit, c'est de diminuer la pression fiscale sur l'impôt de la production. J'étais hier soir à la soirée annuelle du MEDEF et le président régional Jean-Marc Allard signalait cette situation et indiquait que les impôts sur la production en France étaient 7 fois plus élevés qu'en Allemagne et plus élevé que dans le reste de la moyenne européenne. Donc je pense qu'il faut inciter, en tout cas militer pour une diminution de ces impôts qui pèsent sur la production. Le président du MEDEF allait jusqu'à dire qu'il fallait les supprimer, donc les mettre à zéro, d'être ambitieux, mais en tout cas au moins demander une diminution de ces impôts qui nous empêchent le développement de notre industrie et donc de nos exportations, qui sont un des piliers forts de notre région avec le vin. Merci Alexandre. Le slide précise d'autres points. Donc on a vu la dette chinoise, on en a parlé, représente plus de 300% de son PIB. La dette mondiale représente 320% du PIB mondial. L'endettement de l'Italie, qui est déraisonnable. Et la BCE va-t-elle continuer à acheter des dettes publiques et privées? Je vous laisse réagir au fur et à mesure. Au niveau des autres incertitudes, Christian, tu voulais évoquer tout ce qui est les taux d'intérêt et donc ce qui s'est passé effectivement cet été. Oui, sur les taux d'intérêt, bon, c'est juste un indicateur, mais quand même un signal un peu inquiétant pour 2020. Fin août 2019, il y a eu une inversion de la courbe des taux. C'est-à-dire les taux d'intérêt à court terme, finalement, étaient plus élevés que les taux d'intérêt à long terme, ce qui est quand même un peu spécial, puisqu'en général, quand on prête à long terme, globalement, il y a une rémunération plus élevée que si on prête à court terme. Et c'est vrai que dans l'histoire économique, c'est jamais très bon signe. Ça a été dans le passé plutôt signe avant-coureur d'une crise globalement, souvent globalement dans l'année qui a suivi. Donc c'est la question de l'incertitude géoéconomique sur 2020. Et lié à ça, les taux d'intérêt négatifs, c'est aussi notre question. Est-ce qu'un jour il va y avoir remonter des taux d'intérêt? S'il y a remontée des taux d'intérêt, en général, il y a baisse de la valeur des actifs. Donc ça peut être... on peut avoir éventuellement un krach obligataire et en tout cas éventuellement et probablement une baisse du marché action. Donc là il y a quand même une incertitude. C'est pas nécessairement un cadeau pour Madame Lagarde. Elle arrive, elle, finalement, probablement en s'interrogeant sur l'évolution des taux d'intérêt. Est-ce que les taux d'intérêt vont rester comme ça de manière presque anachronique? Donc on se porte tellement bien du point de vue économique que quand les gens prêtent à la France, ils leur disent vous me rembourserez finalement moins que l'argent que vous prête, c'est quand même un peu spécial. Donc c'est clair que tout ça, ça
ça peut entraîner quand même des risques économiques assez importants qui pourraient impacter de manière générale l'ensemble de l'économie. Voilà, je ne sais pas, Jean-Marc, si tu oui, non, je rejoins ce que tu viens de dire, c'est-à-dire qu'effectivement, quand la courbe des taux s'inverse, c'est l'annonce du ralentissement, voire de la récession. Il ne faut pas se faire d'illusions, je crois qu'il y a un slide après qui revient là-dessus. L'économie est cyclique, là aussi ça fait partie de mes contre-pieds traditionnels, et on arrive au terme du cycle de croissance, tous les indicateurs montrent que le cycle va se retourner. Il y a 3 enjeux derrière ça. Il y a le premier enjeu qui est l'ampleur du retournement, la violence de la contraction d'activité. Et quand on regarde dans le passé, ce qui avait été particulièrement pénalisant, c'était l'évolution du marché du pétrole. Donc là, on est plutôt dans une situation où le marché du pétrole n'est pas tendu. On n'est pas à 120 $ le baril comme on l'a connu en 2007-2008. Le deuxième élément, c'est la capacité de réponse des entreprises. Et là, je rejoins ce qu'on vient de dire sur les impôts de production. Il ne faut pas en demander la diminution, il faut en demander la suppression. Et alors, il faut se méfier d'un piège, je ne sais pas si vous êtes aperçu de ça, c'est que l'économiste qui est à la tête du Centre d'analyse économique en France s'appelle Philippe Martin. Il a fait un rapport au nom du Centre d'analyse économique qui est placé auprès du Premier ministre, où il dit qu'il faut supprimer les impôts de production. Et un des vice-présidents du MEDEF s'appelle Patrick Martin. Et donc, Philippe Martin, économiste, totalement neutre sur le plan politique, a demandé la suppression des impôts de production. Un grand quotidien du soir, dont la qualité est avérée, a titré « Le vice-président du MEDEF réclame la suppression des impôts de production ». Immédiatement, le truc est mort. Il suffit que le vice-président du MEDEF réclame une baisse d'impôts pour qu'il y ait un tollé général de toute la bien-pensance. Vous n'allez pas vous soumettre à ces monstres de patrons qui gagnent du fric. Bon. Alors c'est un combat qui paraît un peu anecdotique au travers de celui, mais qui est essentiel. Parce que la capacité de rebond des entreprises est le déterminant de la sortie de crise. L'OCDE dit que la récession est inévitable, enfin le ralentissement conjoncturel. Le véritable enjeu, c'est pas le ralentissement, c'est la sortie. Est-ce que la sortie est en U, V ou W? U, on plonge et on stagne longtemps. V, on plonge et on remonte très vite. Et W, on plonge, on remonte avec des politiques très accommodantes, et notamment des politiques budgétaires très agressives, et on replonge. C'est ce qui s'est passé en zone euro à cause des accumulations de dettes, et notamment de dettes publiques sur les pays du Sud. La troisième remarque que je ferai, c'est que je pense qu'effectivement, les taux d'intérêt négatifs atteignent leurs limites. Et donc, là aussi, pour prendre une dimension un peu politique, et je pense que au départ, la politique de M. Draghi était favorable à la consolidation de l'euro. Et là, je rejoins ce que tu as dit, Mme Lagarde va avoir des vrais défis. Et son premier défi, c'est de faire en sorte qu'il y ait une sorte d'apaisement dans les tensions qui en ce moment au sein de la BCE sur ce que signifie sauver la zone euro, pérennité de l'euro. Alors, vous savez qu'elle a inspiré le titre d'un livre qui est porté à l'écran par Costa Gavras, puisque sa seule contribution aux réunions de l'Eurogroupe, c'était d'indiquer qu'elle allait prendre un avion, et donc elle souhaitait que la conversation débouche assez rapidement, et donc il y ait une conversation entre adultes. Et donc, ce slogan, j'espère qu'elle va le mettre en application dans ses réunions, non plus de l'Eurogroupe, mais des gouverneurs de banque centrale de la zone euro, pour véritablement réfléchir, et comme tu l'as dit, à ce que ça signifie, les taux d'intérêt négatifs. On prête à quelqu'un, et je vous rappelle qu'en France, à titre privé, vous n'avez pas le droit de faire ça. C'est-à-dire, le Code civil dit bien que quand on vous prête une somme, il faut rendre la même somme. Et donc, vous n'avez pas le droit d'imposer à quelqu'un de vous donner de l'argent au travers d'un prêt. Les États les imposent d'un certain nombre au système bancaire et financier. Ce n'est pas durable. Ce n'est pas supportable. Et donc la vraie question, c'est comment est-ce qu'on va gérer la politique monétaire dans les quelques mois qui viennent face au ralentissement économique. Merci de ces Je veux dire l'expert comptable sur les... Voilà, alors, l'expert comptable ne comprend pas rationnellement comment un taux d'intérêt peut être négatif. Bon, ça prouve que l'expert comptable a gardé une bourse. Voilà, donc c'est un concept sur lequel je réfléchis depuis plusieurs mois et je n'arrive pas à comprendre le mécanisme, si ce n'est de la spéculation. Et donc, en effet,
le caractère court-termisme. Merci Alexandre. Un autre point, l'existence d'une bulle spéculative effectivement sur les valeurs des actifs, on se rend compte bien à Bordeaux. La baisse des taux d'intérêt a eu pour conséquence de faire flamber la valeur des actifs. Le prix de l'immobilier a beaucoup augmenté à certains endroits, notamment ici. Les marchés d'actions sont au plus haut. Et la baisse des taux d'intérêt ne semble plus avoir d'impact sur l'investissement et la croissance. Christian, tu veux dire un mot là-dessus ? Oui, ben moi je rebondis aussi sur ce que vous avez tous les trois évoqué. Moi je crois que le vrai enjeu, c'est la politique d'investissement. Le financement, à la limite, c'est pas le plus important. C'est dans quoi on investit. Moi je crois qu'il y aurait quelque chose d'assez pragmatique. C'est de partir finalement des besoins essentiels de la vie et se disant on investit globalement dans les besoins essentiels de la vie. Si je devais résumer un peu simplement, c'est bien manger, en gros, parce que c'est bien logé. Et ensuite, être bien soigné, être bien éduqué. Donc, si on travaillait globalement sur l'alimentation, si on travaillait encore mieux sur le logement, si on travaillait sur le médical, la santé, les medtech, et ensuite, globalement, on travaillait sur la culture et l'intelligence, et qu'on drainait les fonds là-dessus, je pense qu'indirectement, on aurait une création de valeur sociétale et presque mondiale, à la fois riche, puissante, positive et constructive. Donc c'est plutôt la question de l'allocation des ressources. Et en plus, moi je crois que quand on crée une culture de l'endettement, on est nécessairement moins parcimonieux dans la politique d'investissement. Il y a un effet induit qui fait que quand il y a beaucoup d'argent disponible, finalement on est moins précautionneux dans la façon d'affecter l'argent aux investissements les plus pertinents. Donc y aurait-il pas aussi derrière tout ça un peu de gaspillage, et finalement une mauvaise allocation des ressources financières. Donc moi je pense que l'enjeu c'est l'investissement. Merci Christian. On va passer à la troisième partie. Donc, première partie, effectivement, les résultats du baromètre de la Nouvelle-Aquitaine. Nous avons vu donc quelques slides un peu anxiogènes, mais réels. Malheureusement, c'est la réalité géopolitique qui fait qu'elle peut impacter la Nouvelle-Aquitaine. Et donc, notre troisième partie, c'est plutôt les actions de prévention qu'on veut vous présenter. Et effectivement, ce qui en découle face à ce monde géopolitique troublé. Je voulais citer un professeur d'Harvard qui s'appelle Steven Pinker, j'en ai parlé avec Christian, et qui en fait est à contre-pied, un peu comme vous, Jean-Marc, et qui dit que le monde va mieux. Et je vous recommande ses ouvrages, c'est assez incroyable, parce que lui, effectivement, il va à la contre-pied de tout le monde, Steven Pinker. Dans les propositions qu'on vous fait aujourd'hui, je laisserai la parole après la suite, on propose au niveau des entreprises, de se démultiplier au niveau de la recherche des clients, passer, comme tu le dis, Christian, à la paille de fer les charges de la structure non créatrice de valeur, aborder la politique de stratégie du roseau, je te laisserai la parole là-dessus, c'est-à-dire variabiliser la partie des charges en sous-traitant et en ayant recours à l'intérêt, réduire au maximum les distributions de dividendes et affecter les bénéfices en réserve afin de consolider la structure financière du bilan des entreprises. Christian. Oui, pour rebondir Lucas, effectivement, moi je crois que dans les périodes de gros temps, je pense qu'il faut se concentrer sur la politique commerciale. C'est-à-dire finalement, qu'est-ce qui crée de la valeur dans l'entreprise? C'est acheter, produire et vendre. Le reste, finalement, c'est moins important. Et donc le cœur du réacteur, c'est vendre. Donc je pense que quand ça souffle, il faut se démultiplier sur la politique commerciale, sur la politique distribution, pour justement diversifier la clientèle et avoir des zones de croissance à travers le commerce. Donc je pense qu'il faut mettre le paquet sur le commerce. Pour ensuite passer à la paille de fer, effectivement, les charges de structure, et voilà, il faut tout tamiser, pour les experts comptables, les charges externes, en gros, des 61, 62, donc ceux qui sont en classe affaires, il faut les mettre en classe éco, au lieu de descendre à 3 étoiles, on descend en 2 étoiles, voilà, au lieu d'avoir 50 € pour bouffer, il n'y en a plus que 25, voilà, parce que, voilà, on peut bien manger à 25 et pas nécessairement à 50, donc il faut couper tout ça, globalement. Voilà, c'est un peu comme la tempête, globalement il faut couper une partie des branches. Ensuite, je crois que globalement, en fait, en cas de gros temps, si le gros temps arrive, il faut être plutôt un roseau que le Pennyland. Le problème du Pennyland, c'est qu'il est très beau, mais c'est la structure de charge fixe. Quand ça souffle, il tombe, il ne se relève pas. Le roseau, moi ce que j'appelle la stratégie du roseau, c'est quand ça souffle, globalement le roseau il plie, mais il se redresse. Donc en gros, c'est tout l'arbitrage, le charge variable, charge fixe dans la structure des coûts. Donc en fait, il faut diminuer la structure de charge fixe pour globalement retrouver la charge variable. Donc il faut sous-traiter, il faut faire appel à l'intérim, il faut garder le cœur du noyau créateur de valeur, et ensuite il faut sous-traiter pour pouvoir avoir une élasticité de la structure de coût par rapport à une baisse d'activité.
Ensuite, moi je crois qu'un des problèmes fondamentaux des entreprises françaises, c'est des PME, c'est leur sous-capitalisation. Il faut arrêter cette nouvelle symbolique de la SRL au capital euro. Moi je préfère les entreprises qui ont plein de fonds propres. Donc si je devais donner une image un peu osée, je préfère en termes de haut bilan la femme 19e que le mannequin neurasthénique du 21e siècle. Donc moi j'aime bien les entreprises avec plein de fonds propres, avec plein de capital, avec plein de réserves, plutôt que des entreprises cocaïniennes à dette. Mais tout simplement parce que quand ça souffle, ben on peut vivre sur ses réserves. Moi j'en ai pas beaucoup, je ne peux pas trop vivre sur mes réserves. Il faut des entreprises qui aient des réserves, donc je pense qu'il faut ne pas être pollué dans la politique de dividendes par le problème du 30% et globalement de la flat tax. Et au contraire, il faut faire des fonds propres pour pouvoir vivre sur ses réserves si à un moment donné il y a un choc systémique. En 2008-2009, moi j'ai vu des PME qui ont perdu 40% de leur chiffre d'affaires. Quand elles n'avaient que des structures de coûts fixes, elles n'avaient pas de réserve, pas de trésorerie, ben, elles sont tombées. Donc il faut, moi je pense, consolider les fonds propres. Et moi je ferai une proposition fiscale. Globalement, c'est de casser cette hétérogénéité entre la déductibilité des frais financiers du résultat fiscal et l'absence de déductibilité du dividende. Donc moi je serais pour que les entreprises qui affectent leurs résultats en dividendes déduisent de leur résultat fiscal de l'année +1 le dividende versé, pour inciter aussi fiscalement les entreprises à globalement à diminuer leur politique de dividendes et donc, si les entreprises ne versent pas de dividendes et font des réserves, qu'elles puissent déduire une partie de leurs fonds propres. Donc je pense qu'il faut que les entreprises fassent des réserves, consolider leur structure financière, mais de façon à vivre un peu sur leurs réserves s'il y a une baisse d'activité. Voilà, peut-être vous voulez réagir? Oui, je suis d'accord avec deux points essentiels. Le premier point, c'est l'agilité, la capacité de réaction et tout ça. Je pense qu'un des éléments qui est en train de disparaître dans les modes de production modernes, c'est la gestion des cycles par les stocks. Grosso modo, autrefois, quand on avait une baisse de la demande, qu'est-ce qu'on faisait? On continuait à produire, on stockait et on se disait qu'au moment de la reprise, on était en capacité d'écouler les stocks qu'on avait ainsi accumulés. Or désormais, c'est impossible pour deux raisons. Il y a de plus en plus d'activités qui sont instockables. Les services, ça ne se stocke pas. Et même dans les activités traditionnellement stockables, des entreprises ont du mal à écouler leurs stocks anciens. Regardez ce qui se passe dans l'automobile, parce que la récession est en train de partir de l'automobile comme traditionnellement. Toyota, qui dans la précédente récession 2008-2009 a failli y passer parce qu'ils avaient géré leur rapport à la récession par les stocks, cette fois-ci, je peux vous dire qu'il n'y a pas une voiture sur un parking chez Toyota. Ils attendent la récession avec une très grande sérénité. C'est-à-dire que la gestion qu'ils font est une gestion en heures de travail, non plus en stock. Ça veut dire que si on veut garder un volant de manœuvre important, il faut assurer une certaine souplesse dans la gestion de cette manœuvre. Il faut passer à cette idée qu'on va gérer ce qui se passe dans de plus en plus de pays, y compris en France, la durée du temps de travail sur la base du cycle économique et non plus d'une durée normée, normative, d'une durée hebdomadaire. La deuxième chose, sur les fonds propres, alors là, je suis plus que 100% d'accord avec ce que tu viens de dire. Je crois qu'il y a un vrai enjeu de fonds propres et qu'on ne mesure pas les conséquences qu'a eu la politique de bateaux d'intérêt sur l'évolution des fonds propres. Il y a eu un très bon article qui a été fait par Jacques de la Rosière dans Les Échos, je vous renvoie à cet article. Jacques de la Rosière, donc, c'est l'ancien gouverneur de la Banque de France, il a été à la tête du FMI, il a été directeur du Trésor, c'est l'archétype de notre haute fonction publique. Et il a expliqué comment, effectivement, les entreprises avaient utilisé de plus en plus les taux d'intérêt bas, non pas pour investir, avec une question, c'est pourquoi est-ce qu'on n'investit pas plus, c'est le vrai enjeu. Est-ce que c'est une manque d'appétence pour l'investissement? Est-ce que c'est une manque de visibilité de l'avenir? Est-ce que c'est la conviction que de toute façon on est arrivé à la stagnation séculaire, donc de toute façon on est sur un plancher, on va pas... Ou est-ce que c'est quelque chose de plus profond, qui est quelque chose d'une sorte de découragement des entrepreneurs? Mais fondamentalement, il y a une chose qui est claire, c'est que quand vous allez voir un banquier et que vous lui dites « je veux investir pour me lancer dans une aventure », il dit « oui, évidemment, les taux d'intérêt sont bas, mais vous savez, il va falloir qu'on prenne des précautions. » Et puis alors, vous allez avoir des frais de dossier. Et puis vous avez vu, là, la jeune femme qui vous a accueilli vous a fait un sourire, donc ça, c'est 7 €. Bon. Et donc le banquier va essayer par tous les moyens possibles et imaginables de compenser la faible rémunération liée au taux d'intérêt très bas.
En revanche, quand vous allez le voir en lui disant « j'emprunte pour acheter mes actions », ça il comprend. Il n'a pas besoin de faire d'études savantes. Il comprend que si on détruit des fonds propres en rachetant les actions et les transformant en dette, ça fait monter le cours de l'action pour les entreprises qui sont cotées, mais ça permet aux entreprises effectivement d'afficher un ratio entre l'actif et les fonds propres qui n'arrête pas d'augmenter. Et donc on rejoint une des perversités de cette politique de bateau d'intérêt, sur lequel, encore une fois, c'est incompréhensible. Et des perversités indirectes, c'est de détruire des fonds propres. Alors il va m'être donné l'occasion pour conclure ce propos là, ici, enfin cette intervention, de dire du bien de la loi Pacte. Je m'étais dit, dire du bien de la loi Pacte dans une assemblée d'experts comptables, c'est audacieux. Donc à quel moment est-ce que je vais dire du bien de la loi Pacte? En fait, la loi Pacte, 330 articles, c'est le bordel pas possible ce truc, c'est supposé améliorer la croissance. Vous avez vu, ils ont réduit la durée des soldes de 6 semaines à 4 semaines. J'attends la mesure en termes de croissance. Combien ça va améliorer la croissance de réduire les soldes de 6 semaines à 4 semaines. Bon. Tout ça est assez fallacieux, voire grotesque. Mais il y a une chose importante, pour moi, c'est le PER. Cette idée que, effectivement, dans un système qui est un système où l'épargne est ballottée, secouée, il va falloir lui redonner une forme de noblesse. Et donc, la première chose, dans un système où en plus, ou sur le plan de la retraite, ça s'avance plutôt assez mal, essayer d'organiser mieux l'épargne et de faire en sorte qu'on réoriente cette épargne vers la constitution de fonds propres, ça me paraît une assez bonne mesure. Et donc, si le PER, ça sert à permettre aux entreprises de reconstituer leurs fonds propres, je pense que ce sera au moins un élément positif de la loi Pacte. Sur les autres éléments, je vous laisse la réaction. Je partage cette analyse et vos commentaires sur la notion de fonds propres, et notamment de la capital sociale. En ce qui me concerne, c'est du même registre que les taux négatifs. J'ai du mal à comprendre rationnellement ce que représente un capital social d'1 euro sur le plan intellectuel. Capital d'1 euro, c'est 1 euro. C'est 1 euro, mais je ne vois pas en quoi c'est réellement un capital social. Ça, je n'en dirai pas plus que ce que vous avez indiqué sur cette problématique. Je voulais revenir sur un autre aspect que vous avez évoqué également tout à l'heure, c'est la formation, notamment la formation initiale et son aspect stratégique. Vous avez dit, Jean-Marc, que c'était M. Blanquer qui avait beaucoup plus d'importance que M. Le Maire. Et en effet, les dirigeants d'entreprise le rappelaient hier soir encore, et on a la même problématique dans la profession d'expert comptable, avec l'évolution des technologies, du numérique, de l'économie. On a des professions qui évoluent et une formation initiale qui n'est plus adaptée, une formation traditionnelle qui n'est plus adaptée aux besoins en emploi des entreprises. Si bien que les entreprises ont du mal à recruter et avoir des salariés qui soient opérationnels, puisque la formation initiale est de plus en plus décalée, et il faudrait vraiment une réflexion pour faire évoluer cette formation et la mettre en conformité avec les métiers actuels. Et ça, c'est important, et c'est vrai dans l'économie générale, et c'est très vrai également dans notre profession. C'est vraiment un sujet majeur. D'ailleurs, la profession voudrait reprendre la main sur la formation initiale et son diplôme de manière à le rendre plus flexible et plus souple en fonction des besoins actuels. Effectivement, Alexandre, j'ai rebondi un peu sur la question de la formation. Je pense que déjà, il y a un effort à porter, notamment au lycée, sur la culture économique, globalement des élèves de lycée. Parce que finalement, quand on regarde le bac, seconde, première, terminale, en fait, quels sont ceux qui ont, jusqu'à présent, qui avaient un peu de culture économique, c'était ceux qui étaient en ES, en économie sociale. Mais les autres, finalement, pas beaucoup de culture, à part les filières techniques, STG par exemple, mais globalement. Donc je pense que globalement, déjà, il faut acculturer du point de vue... les jeunes, quand ils commencent à être un peu moins idiots, là, à peu près à 17 ans, là, quand les boutons commencent à tomber là, sur le truc. Donc déjà, là, sur un truc un peu simple, quoi, voilà, ils ont un club de sport, là, mais voilà, il faut se déplacer, il faut aller jouer, mais alors comment on fait pour avoir des recettes pour financer le bus, pour acheter des ballons? Donc déjà donner un peu de fond de sauce, ça je crois que c'est un élément important. Ensuite, dans des périodes un peu de gros temps, je crois qu'il y a globalement la question de la formation continue.
Donc voilà, qu'est-ce qui va se passer au niveau de la loi Avenir Professionnel sur le plan d'investissement et de compétences de la région. Donc là, on a une attente assez forte au niveau de la région pour savoir dans quelle mesure le plan d'investissement et compétences, parce que comme tu disais Jean-Marc tout à l'heure, quand il y a baisse d'activité, c'est justement le moyen, c'est le moment justement pour améliorer sa compétitivité et compétences. Et puis peut-être le dernier élément, à mon avis, sur lequel il y a un enjeu et sur lequel la profession libéral, comptable libéral, expert comptable doit se battre, c'est la question de la transmission intrafamiliale, de façon à pouvoir permettre la conservation des entreprises dans les familles. Alors, je vais simplement donner un exemple. Il faut qu'on mène un combat, je pense professionnellement, sur l'article L17 du Code des procédures fiscales, qui précise que dans le domaine des droits d'enregistrement, c'est uniquement la valeur vénale qui prime. Or, la valeur vénale, comme elle est définie par la Cour de cassation et le Conseil d'État, c'est globalement une valeur d'échange. Or, quand on transmet dans la famille, on n'est pas dans une logique d'échange, c'est une notion de valeur d'usage. Donc il faudrait qu'on mène un combat de façon à faire tomber la base, globalement, des droits de mutation et droits de succession, de façon à ce qu'on intègre dans le Code général des impôts la notion de valeur d'usage, parce que quand les enfants prennent la suite de leurs parents, c'est un outil de travail qu'ils récupèrent. C'est pas du tout une valeur en vente à l'extérieur. Donc là, je pense que de revenir aux économistes classiques et l'intégrer et se battre là-dessus en disant la valeur vénale et la valeur d'usage, c'est pas la même chose, de façon à conserver globalement les entreprises dans les familles, si les familles le souhaitent. Et puis après, je pense qu'il y a un dernier combat au niveau national à mener, c'est récupérer le capital. Je pense qu'aujourd'hui, on est colonisé au niveau du capital des entreprises françaises. On a le capital, or le capital, c'est le pouvoir. Donc il faut qu'on assume le système capitaliste et qu'on reparte à la conquête, globalement, du capital des entreprises de façon à être propriétaire, globalement, des entreprises. Je parle notamment des ETI, je pense notamment aux grands groupes, etc., de façon à avoir la main en droit de propriété, comme les classiques du 10e, sur le capital de nos organisations. Merci Christian. Deux autres points qu'on n'a pas encore évoqués, toujours dans la politique des investissements, au niveau des entreprises qui vont subir une rupture technologique. Et là, tu voulais souligner effectivement d'être en veille sur ces entreprises où la rupture technologique doit être anticipée et là où il faut investir. Tu veux dire un mot ? Non, pas grand-chose. Je crois qu'effectivement, si on anticipe un gros temps, peut-être plutôt une stratégie attentiste. Si on prend par exemple les marchés actions, moi je pense qu'il faut vendre aujourd'hui, garder le cash et puis attendre que ça craque pour acheter. Mais je pense que pour la politique d'investissement, il y a un peu, je pense qu'il faut être un peu en veille, mais en même temps ne pas être paralysé, parce que si on n'investit pas, on perd la compétitivité. Donc, dans l'échange qu'on a eu avant-hier, effectivement, s'il y a rupture technologique, il y a investissement obligatoire, donc il faut quand même y aller, parce que sinon, globalement, l'entreprise va prendre la marée. Donc il y a un pilotage de la politique d'investissement entre ce qu'on appelle plutôt des investissements de renouvellement qu'on peut différer un petit peu, et au contraire des investissements nécessaires et imposés par la rupture technologique. Dernier point effectivement que l'on avait évoqué ensemble dans la préparation, on l'a dit, donc c'est consolider les filières industrielles et dynamiques, l'aéronautique, l'agroalimentaire, le luxe. Nous possédons en France effectivement ce qu'on peut dire les GAFA du luxe et ils se sont installés effectivement dans nos régions, notamment en Dordogne. Se repositionner les modèles économiques alimentaires sur le bio, mettre en place une démarche RSE au sein des entreprises et on l'a dit, donc moderniser les impôts de production. Je vous laisse dire un dernier mot sur ces présentations de prévention. Jean-Marc, peut-être ? Oui, pour rebondir sur ce qui a été dit, je crois effectivement qu'on rentre dans une période de ralentissement économique, mais rassurez-vous, c'est-à-dire que à chaque fois on nous annonce la fin du capitalisme. J'ai vécu la fin du capitalisme en 93, en 2009, en 75. Bon. Donc effectivement, il faut être en veille, il faut préparer la reprise. C'est-à-dire, il faut, lorsqu'on est dans une entreprise qui est une entreprise qui affronte et qui va affronter un ralentissement conjoncturel, il faut se mettre en état de préparer la reprise. Et le deuxième enjeu, je crois, c'est qu'effectivement, pour le monde de l'industrie, pour le monde de l'économie, il faut cibler ces combats. Et je crois que l'histoire des impôts de production, c'est un vrai débat. Je vais prendre juste un exemple autour de ça, c'est que
notre président de la République, confortant le rapport de Philippe Martin, a qualifié la C3S d'impôt stupide. Et il a argumenté en disant c'est un impôt stupide parce que c'est un impôt sur le chiffre d'affaires. Le lendemain, M. Le Maire, à la réunion de l'OCDE, a réclamé un impôt sur les GAFA qui soit sur leur chiffre d'affaires, en expliquant qu'un impôt sur le chiffre d'affaires, c'était la façon de mieux localiser l'activité économique de l'entreprise. Donc, face à ce genre d'individus, le combat doit être clair, précis, direct. Vous avez en face des gens dont vous ne savez pas s'ils sont idiots ou s'ils font les idiots. Donc, il faut à ce moment-là être très subtil et très ferme. Je confirme, c'est la difficulté qu'a eu la profession dans la loi Pacte que vous évoquiez tout à l'heure dans les négociations avec le gouvernement en la matière. Oui, juste un mot, je crois aussi en complément peut-être de ce qu'a évoqué Jean-Marc, je pense qu'on est une région globalement tournée vers les océans, hein, et tournée culturellement vers l'export et la culture, vers l'extérieur. Et je crois qu'il y a un enjeu aussi très important qui est de revisiter nos relations avec l'Afrique. Je pense qu'il y a des enjeux géostratégiques très importants du point de vue économique avec l'Afrique. Je pense qu'il faut qu'on construise globalement une relation partenariale solide avec l'Afrique, parce que je pense que globalement, en 2030-2040, globalement, les marchés africains, globalement, seront globalement les marchés asiatiques d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'ils vont prendre 500 millions d'habitants globalement en l'espace de 30-40 ans. On a un capital culturel commun, hein, qui est la langue. Il y a une vraie envie de coopérer, notamment dans la génération. Moi, j'étais frappé, j'ai fait cours hier à Pau dans un master où il y avait en partie globalement des étudiants d'Afrique du Nord ou des étudiants d'Afrique noire, globalement. Globalement, on est dans une autre époque. Voilà. Ils ont envie d'échange, ils ont envie de coopération, ils ont envie de bien vivre, ils ont envie de vivre dans un environnement sécurisé, dans un environnement démocratique. Voilà. Donc là, je pense qu'on a un atout absolument énorme, parce que d'ici 30 ans, c'est 1,2 milliard. 1,2 milliard en termes d'habitants. Et là, je pense qu'on a vraiment des choses à faire dans une logique partenariale et coopérative. Alors bien sûr, il y a encore le problème de gouvernance politique. Et je pense que c'est une question de temps. Je pense que d'ici 5-10 ans, les derniers crocodiles, globalement, vont disparaître et on va rentrer dans une autre phase géopolitique et avec des enjeux économiques très importants, parce que quelque part, ils sont à côté, quoi. Ils sont quand même plus proches que nos amis chinois ou nos amis japonais. Ils sont de l'autre côté de la Méditerranée. Merci de votre attention. Le slide est disponible donc sur le site de l'Ordre. On va passer à des séances de questions.